Autour de la grande table critique ont pris place Marie Sorbier, rédactrice en chef de YoGazette, et Philippe Chevillet, rédacteur en chef culture aux Échos, pour une deuxième partie consacrée à l'actualité du théâtre. Dans quelques instants, Sleeping, un spectacle d'après un roman japonais, mais tout de suite, Les Frères Karamazov, le spectacle que Sylvain Creusevaux propose d'après le roman de Fédor Dostoïevski, en ce moment au théâtre de l'Odéon à Paris. Karamazov. Ta gueule, Snegueriov. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Les papiers, les trucs j'ai signés là, tu les as sur toi, ils sont sur toi. Non, j'ai rien. Non, j'ai rien, c'est Groshenka, c'est l'autre pute qui les a, moi j'ai rien du tout. Ah non. Comment t'as dit là? Non. Allez debout! Allez lève-toi! Allez debout! Allez debout! Avance! Allez! Emmène-moi à Montcroyer! Emmène-moi en enfer! Sur scène, de grands murs blancs, type entrepôt, troués de plusieurs ouvertures et portes, des murs sur lesquels on vient coller parfois des slogans, exemple « Compassion, piège à con », et qui figurent parfois la rue, parfois un monastère, un salon, une boîte de nuit ou un tribunal. Quelques éléments de mobilier, une icône baladée de main en main et une dizaine d'acteurs qui prennent en charge les principaux personnages du roman Fleuve de Dostoïevski. Le père Karamazov, monstrueux et vociférant, et ses trois fils, Dimitri, l'écorché vif, toujours saoul, endetté, amoureux d'une Groshenka que convoite aussi le père, Ivan, l'intellectuel, pessimiste et plein de doutes, et puis le plus jeune, Alyosha, encore habité par la foi et missionné par sa famille pour recoller des morceaux dont on doute qu'ils recolleront un jour. Marie Sorbier, comment est-ce qu'il prend le texte, Sylvain Creusevaux? Alors c'est un des grands succès, je trouve, de ce spectacle. Il y en a beaucoup. Moi, c'est un spectacle qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est que je trouve que Sylvain Creusevaux nous donne une leçon de ce qu'adapter veut dire. Alors, ces romans de Dostoïevski, on en a vu quelques adaptations au théâtre. Moi, je trouve ça toujours... j'ai toujours trouvé ça avant un peu premier degré. On tirait vers la littérature. Et là, l'adaptation de Sylvain Creusevaux, pour moi, elle fait théâtre. C'est-à-dire que c'est vraiment du théâtre qu'on a. Alors, comment il peut être aussi fidèle en s'éloignant autant? C'est un peu la question qui m'a traversé l'esprit tout au long de ces 3h15. Il s'accorde toutes les libertés possibles. Il s'embarrasse pas de coller au texte comme peuvent le faire d'autres metteurs en scène. Il prend la place, il donne de la place aussi à ses acteurs. La scénographie permet ça, on y reviendra peut-être. Il laisse beaucoup de place aux spectateurs. Avec ce jeu d'adresse notamment, je vais peut-être commencer par là, qui est une des parties de la dramaturgie qui est quand même très réussie, c'est-à-dire que régulièrement, les acteurs, tous incroyables, vont s'adresser au public par des clins d'œil, par des blagues, par des explications aussi, des incises, juste pour s'assurer que tout le monde suit bien, qu'on est tous là et pour faire communauté. Et c'est ça aussi qui fait théâtre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une transposition mot pour mot d'un objet littéraire qui est un grand classique de la littérature russe. On est dans une pièce de théâtre et pourtant, on retrouve tout ce qui fait la grandeur de ce roman, les interrogations, la mystique, les dilemmes, les choix éthiques, les relations familiales, tout ça se retrouve, c'est vraiment la quintessence. J'avais l'impression d'avoir la moelle de Dostoïevski sur scène grâce à Sylvain Creusevaux. C'est une grande adaptation. Oui, on entendait un tout petit peu dans l'extrait qui est court, mais on entend quand même une langue extrêmement contemporaine, extrêmement orale, qui en effet ressemble assez peu au long chapitre de Dostoïevski, avec, vous le disiez, ces adresses permanentes qui sont aussi un moyen d'inclure en permanence le spectateur dans la présentation des personnages, c'est-à-dire que chaque nouveau personnage est invité à se présenter en tant que personnage et aussi avec son statut social et sa manière de parler aux spectateurs, ce qui en effet est très réussi. Philippe Chevillet. Je vais aller un peu dans le sens de Marie, enfin même beaucoup, parce que j'ai été saisi par cette clarté, cette fluidité, cette limpidité de l'adaptation qui a d'abord tranche dans le vif. Alors c'est vrai qu'il y a ce grand passage sur le grand inquisiteur, ce conte qui est dit par Ivan à un moment du roman qui est coupé puisqu'il a été présenté précédemment. Donc Sylvain Creusevaux l'a mis en scène. L'a mis en scène. Et d'ailleurs, moi j'avais trouvé que c'était un peu trop démonstratif et j'avais un petit peu peur de ces frères Karamazov et j'étais vraiment très surpris par cet équilibre, cette clarté. Alors, il tranche dans le vif, ça veut dire que c'est un peu des morceaux choisis puisque on a en fait une entrée dans le spectacle qui est quand même assez remarquable puisqu'on a un texte qui défile, on est dans une semi-obscurité, puis d'un coup ce texte
texte s'accélère, les lettres se brouillent, ça s'embrase et tout d'un coup on est plongé dans le roman. Et entre chaque partie, entre les 4 parties, il y aura un petit résumé qui permet au spectateur de se raccrocher un petit peu à l'histoire et après on assiste aux grandes scènes du roman. Et ça, j'ai trouvé ça assez formidable. Et c'est vrai ce que disait aussi Marie, c'est très difficile de savoir ce dosage qu'il y a entre la langue de Dostoïevski qui est présente, les partis pris, puisque Creusevaux dit lui-même s'être inspiré de la vision à la fois d'Heiner Müller, de Genet, qui met en avant toutes les contradictions du texte, et puis le côté bouffonnerie, le côté farce. Et il arrive à faire en sorte qu'on ne soit pas choqué par la transposition, puisque le père Karamazov dans l'histoire se retrouve à être un patron de boîte de nuit. Déjà, ça donne un peu l'idée, mais on n'est pas choqué du tout par les transpositions et on n'est pas choqué par cet amalgame de toutes ces influences. Tout a l'air de se couler remarquablement, tenu, alors je pense qu'on va en parler aussi beaucoup, on a commencé à en parler, par le jeu des acteurs, qui aussi est à un niveau de qualité absolument incroyable, dans le genre justement impro, théâtre de plateau, transcendé. On va en parler, mais en vous entendant parler tous les deux, je me rends compte qu'il est très difficile de rendre vraiment le travail d'adaptation, parce que vous le disiez à raison, par exemple, le personnage du père Karamazov ressemble à une sorte de parrain, de chef, de patron de boîte de nuit. Il a une langue très châtiée, et pour autant, c'est totalement une fausse piste. Il n'y a pas de transposition dans le monde de la nuit actuelle. De la même manière, les costumes ne font pas signe vers un contemporain extrêmement lisible. Il y a ces collages en fond de scène qui ressemblent aux collages qu'on voit en ce moment dans les villes de France, qui sont souvent des collages féministes. Et c'est à nouveau une espèce de fausse piste, puisqu'il n'est pas question de comparer un contexte à un autre. Et de ce point de vue, il y a une intelligence du texte et de sa mise au contemporain qui est assez remarquable, Marie Sorbier. Ah oui, je vous rejoins tout à fait. C'est là où je trouve Sylvain Creusevaux extrêmement fort dans ce qu'il fait. Et c'est pour ça, je crois que c'est un des metteurs en scène vivants français les plus intéressants du moment. Et on a la chance de pouvoir l'avoir. Il est artiste associé à l'Odéon, donc on a la chance de pouvoir voir ses créations souvent. Mais ce que vous disiez, ça me fait penser notamment à la scénographie. C'est très malin, cette scénographie, parce qu'il n'y a pas les grands effets du théâtre contemporain comme on pourrait l'avoir chez Gosselin, par exemple. Ça ressemble un petit peu quand même. C'est là il y a eu des parentés, mais je trouve ça alors peut-être plus subtil, parce que il n'y a pas d'effet, par exemple, de son très fort ou de lumière stroboscopique, enfin, tous ces clichés du théâtre public contemporain. Il est dans, vous l'avez dit, des murs blancs, des ouvertures, et par l'ajout d'un accessoire ou de quelques accessoires, on se transporte alors dans l'appartement de la femme convoitée, dans le monastère, dans le procès. La scène du procès est assez incroyable. C'est exactement la même scénographie, sauf qu'il y a 3 drapeaux russes gelés, congelés, parce qu'on est en Sibérie. Et ça suffit, on est dans cette salle d'audience. Donc, même la scénographie, parfois il ouvre un mur et donc on voit le fond de scène et là on est dans les rues. La scénographie laisse un espace de jeu et permet aussi ce que vous dites, c'est-à-dire une adaptation au contemporain sans être dans une époque donnée. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire je transpose les frères Karamazov en 2021. C'est pas du tout son propos. C'est je parle des frères Karamazov aujourd'hui sur un plateau de théâtre et voilà ce qui en sort. Philippe Chevillet. Oui, je pense que c'est une inspiration organique finalement, toutes les influences et le fait que Creusevaux soit possédé, sans mauvais jeu de mots, par Dostoïevski apparaît vraiment dans cette mise en scène et qui peut nous parler aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de cet écrin assez pratique, mobile et effectivement, il n'est pas il est spectaculaire, mais il n'est pas esthétiquement, il n'y a pas une recherche poétique ni rien, mais il s'impose, il est pratique, il est efficace. Il y a la musique qui est aussi légèrement décalée par rapport à ce qu'on pourrait imaginer justement de Dostoïevski, mais qui fonctionne et qui fonctionne très bien. On peut dire qu'il y a des musiciens en fausse, là pour le coup, voilà, comme à l'opéra, donc en avant-scène, un peu en contrebas, une flûtiste, un pianiste, tout ça est en live, entre guillemets. Tout ça est en live et donne effectivement cette tension qui est très importante. Et les effets de mise en scène, il y en a finalement assez peu, mais ils frappent, ils sont marquants. La mort du père, c'est une image très rapide et puis une trace de sang sur la cloison blanche à l'avant-scène. C'est tout bête, mais ça fonctionne, c'est très fort. Et c'est vrai que ce qui m'a le plus touché, c'est de voir l'évolution justement de ce théâtre de plateau de Creusevaux qu'on avait vu au début, avec des acteurs qui jouaient très bien l'impro, la vraie fausse impro, on ne sait jamais vraiment, et qui arrivent justement à s'approprier ce texte d'après Dostoïevski et de jouer bien tout le temps, alors avec évidemment
Nicolas Bouchot, qui est quand même qui joue le rôle du père, mais aussi de l'avocat, qui est remarquable dans les deux rôles, qui est vraiment, mais qui n'est pas écrasant parce que derrière, on a des acteurs. Il faut dire que c'est l'aîné, donc il aurait pu l'être écrasant. C'est le plus connu, et puis c'est l'aîné. Presque. Et il y a aussi bon, il y a Creusevaux qu'on voit qui est vraiment Qui joue bon. lui-même. Vladislav Galar qui joue le rôle de Dmitri, qui est vraiment formidable de bout en bout. Et puis moi je voulais noter aussi Servan Ducor qui joue Grishenka, qui est vraiment qui a un naturel incroyable et qui a cette dualité, parce que on retrouve, il joue très bien ces personnages contradictoires qui sont à la fois, Grishenka, c'est à la fois une courtisane et donc c'est une vraie fausse méchante. Tous les personnages peuvent être inversés, comme ce que voulait un peu dire Genet quand il analysait l'œuvre. Tout et le contraire de tout sont présentés sur scène, et c'est assez extravagant, surtout de le voir jouer de façon aussi naturelle et aussi prenante. Sur les personnages féminins, c'est passionnant ce qu'il fait, parce que c'est peut-être le plus difficile. Là, il y a un vrai écueil de transposition, notamment de la mystique, de la question de la honte, qui sont tellement liées à une Russie archaïque, à la chrétienté de l'époque, que parfois, quand on lit les frères Karamazov, on se sent très éloigné de ce type de sentiment de culpabilité et de honte. Là, et je trouve que c'est particulièrement vrai pour les personnages féminins, on ressent presque de manière sensuelle, physique, ce que c'est la honte chez Dostoïevski. Marie Sorbier. Oui, puis alors les deux actrices sont sur scène avec une aisance assez incroyable. Enfin, tous. C'est ça qui rend la distribution magistrale. C'est qu'ils sont à la fois dans des rôles très écrits. C'est évidemment pas du théâtre de plateau comme on peut l'entendre, en tout cas aux origines du théâtre du plateau. C'est du théâtre écrit. Peut-être dire ce que c'est que le théâtre de plateau, pas toujours évident à expliquer. Le théâtre de plateau, alors peut-être Philippe, vous me compléterez, mais c'est un théâtre qui est écrit par la scène et sur la scène entre le metteur en scène, un auteur éventuellement, et les comédiens. Et là, évidemment qu'il y a des improvisations, mais c'est quand même des rôles qui sont très cernés, qui sont très écrits, et en même temps, ils ont cette liberté et cette générosité qui, je trouve, transparaît. Et nous, public, on est tous un peu imprégnés de cette énergie qu'ils donnent sur scène. Et en effet, les rôles féminins, en effet, Servan Ducor, elle est assez incroyable sur ce plateau. On ne voit qu'elle, elle prend comme ça la scène, et pourtant, il y a des mastodontes à côté d'elle. Il y a quand même des très grands acteurs. Alors, je vais en citer un que vous n'avez pas encore cité, mais moi, j'aime beaucoup Arthur Igual, qui est un compagnon de route de Sylvain Creusevaux depuis très longtemps, et qui là campe un Alyosha à la fois naïf, mais avec cette figure d'ange. On le suit, il a cette figure christique, hein, il le porte sur lui, ça marche, et puis je trouve qu'il le met en scène lui-même comme une petite pièce de théâtre à lui seul. Il porte quand même cette icône toujours avec lui, hein. Alyosha, c'est celui qui porte un peu les péchés du monde, comme le Christ le faisait avant lui, et là, voilà, sa tenue de moine, cette icône, parfois il tient un arbre, il est lui-même une scénographie dans la scénographie, et ça c'est quand même très réussi. Tous ont un personnage très défini, ce qui nous permet, nous, public, de nous attacher, que l'on ait lu ou pas le roman. Je pense que c'est aussi important à préciser, que des gens qui n'auraient pas lu ce roman et qui ne savent pas du tout ce que c'est, vont pouvoir suivre, ce qui n'était pas toujours le cas dans les précédents spectacles de Sylvain Creusevaux, où on pouvait être un peu perdu dans la dramaturgie. Là, un peu écrasé par une sorte d'intelligence un peu trop foisonnante. Et là, ce n'est pas le cas. C'est intelligent, mais c'est accessible. Alyosha, il est très intéressant parce que c'est pas un personnage romantique. Or, c'est souvent un écueil de l'interprétation des frères Karamazov. Il y a eu une mise en scène, une autre grande mise en scène récente, celle de Jean Bellorini, vraiment complètement à l'opposé de celle de Sylvain Creusevaux, qui tirait vraiment vers le drame et vers le romantisme. Là, c'est à mon avis un écueil complètement évité, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais par le burlesque. C'est aussi un spectacle qui est très drôle, Philippe Chevillet. Oui, encore une fois, l'idée de présenter une forme de bouffonnerie. Il y a un côté vaudeville au départ, avec cette famille absolument enfin, pas ignoble, mais enfin, en tout cas, le père est ignoble, les enfants détestent plus ou moins leur père. Il y a l'histoire en fait du père et du fils qui sont amoureux de la même femme, des histoires d'argent, et alors qui vont revenir parce que tout d'un coup la pièce bascule dans le thriller. Au moment où tout d'un coup il y a le crime du père, évidemment, là ça devient presque un roman policier. Alors toutes ces histoires d'argent, de vol prêté par les uns, que le père a dans sa maison, etc. Tout
tout ça fait une histoire complètement invraisemblable. Et donc cette dimension est complètement transcendée par à la fois une réflexion évidemment philosophique qu'il y a dans toute l'œuvre de Dostoïevski sur l'absence de Dieu, sur le mal, etc. Et traité de façon bouffonne, ça rend une forme de théâtre de l'absurde d'une certaine façon sur scène, que je trouve assez magique. Et c'est vraiment, moi ce qui me frappe dans ce spectacle, c'est l'équilibre un peu entre toutes les intentions. On voit que Sylvain Creusevaux, on a vu des spectacles qui étaient parfois inégaux. Je pensais au Faust qui partait un petit peu dans tous les sens, on ne comprenait plus grand-chose à la fin. On a eu les démons qui étaient vraiment Je pense que sur Dostoïevski, il a trouvé vraiment un compagnonnage extraordinaire parce que les démons, c'était vraiment très fort. Je le disais, le Grand Inquisiteur m'avait moins surpris, j'avais moins aimé. Et là, on a vraiment à la fois quelque chose de très limpide et qui part un peu dans tous les sens. On a à la fois du théâtre de plateau, on a l'impression qu'il y a des improvisations, mais on voit bien qu'il y a la patte d'André Markovitch dans la traduction, donc tout se mélange. On a ce théâtre qui est à la fois spectaculaire et en même temps un peu dépouillé. C'est vraiment un point d'équilibre assez incroyable. Il arrive à se coltiner des contraires jusqu'à l'enchaînement parfois de scènes complètement farcesques. Moi, j'ai vraiment eu des fous rires avec des scènes, notamment la dernière, qui est un niveau presque de cruauté pour le spectateur, puisque le spectateur, en plus, est vraiment mis à contribution de la faute généralisée, de la culpabilité que tout le monde doit porter. C'est quand même assez saisissant, ça, Marie Sorbier. La farce est très réussie et je le dis d'autant plus avec plaisir que moi, c'est toujours des passages au théâtre qui peuvent me mettre mal à l'aise ou me gêner, le côté farcesque. Et là, je ne sais pas pourquoi, moi aussi j'ai beaucoup ri, notamment sur la mort du Starrett, qui est une scène un peu mythique de ce roman. Bien, il meurt et le corps est entreposé et puis au bout d'un moment, il fait très chaud et donc le corps se met à sentir et ça pue. Et donc il y a toute cette scène absolument géniale où ils sont tous autour de ce corps et puis en fait ils n'en peuvent plus, il faut ouvrir les fenêtres. Et c'est traité de façon, alors vraiment c'est de la farce. C'est Marx Brothers un peu. Ah ouais, et mais c'est très très drôle et le public rit et on rit de bon cœur et en même temps ça fait sens, ça vient pas chercher un rire du public facile. Il y a aucune facilité dans ce spectacle, il faut quand même le signaler, sur 3h15, c'est quand même une gageure. Et juste pour vous rejoindre sur la scène finale, je trouve que c'est une scène magnifique pour moi, il finit vraiment avec une prière dans un recueillement et dans une mystique incroyable. Alors prière, c'est un mot étonnant sur finir les frères Karamazov sur une prière, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et ils finissent comme ça tous en ligne, ils ne saluent même pas, ils sont juste présents devant les spectateurs, c'est magnifique. Bon, c'est un très très grand spectacle, je crois. Les frères Karamazov de Sylvain Creusevaux et d'après Dostoïevski, c'est jusqu'au 13 novembre prochain au théâtre de l'Odéon à Paris. On espère, on présume qu'il y aura une tournée et peut-être des reprises. France Culture, 12h, 13h30, la grande table critique. Lucille Como. Dans quelques instants, nous parlerons d'une autre adaptation de roman, Sleeping. Mais tout de suite, c'est le coup de cœur de Marie Sorbier pour un spectacle qui s'appelle « Nous aurons encore l'occasion de danser ensemble » et que vous avez vu, je crois, à Rome, la chanceuse. Tout à fait, à la création à Rome pendant le festival Roma Europa. Alors, c'est une compagnie italienne qu'on a eu la chance de connaître un peu en France puisque leurs spectacles ont été présentés plusieurs fois au festival d'automne notamment, Daria de Florian et Antonio Tagliarini. Dans cette création, ils convoquent le film de Fellini, Ginger et Fred, comme ils avaient d'ailleurs convoqué Antonioni dans leur précédent spectacle, le film Désert Rouge, le spectacle s'appelait Quasi Niente. Mais ce qu'ils font aussi, eux, d'intéressant, c'est que ce ne sont pas des adaptations de films. Vraiment, quand j'emploie le mot convoquer, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils prennent une quintessence, une idée, parfois juste une phrase. Là, c'est le cas, c'est la dernière phrase du spectacle. Et ils partent de ce postulat-là pour créer leur propre spectacle. Alors là, toute la problématique est assez belle, c'est donc ce couple en scène, donc ils ont une 60aine d'années, ils travaillent ensemble depuis des décennies, et alors ils se demandent mais qu'est-ce qu'on va encore dire, pourquoi on vient encore répéter, qu'est-ce qu'on vient faire sur un plateau de théâtre, est-ce qu'il y a encore des pas de danse qui n'ont pas été effectués ? Tout le spectacle se passe dans une salle de répétition. Le rideau rouge est en fond de scène, donc on devine le futur public derrière. Et nous sommes comme ça en coulisses avec tous ces doutes, toutes ces interrogations de ces artistes au travail. On les voit, il y a les portants de costumes, il y a les scènes qu'on répète, celles qu'on ne veut pas dire. Et puis tout ça donne lieu à un moment de remémoration de nos souvenirs. Comment, à 20 ans, on envisageait ce métier-là ? Qu'est-ce qu'on voulait faire ? Et le principe dramaturgique est en fait un dédoublement. Donc ce couple
de Florian Tagliorini est doublé par 2 autres couples d'âge différents. Donc on a un couple autour de 40 ans, puis un couple beaucoup plus jeune. Et chacun prend la parole à son tour pour redire en fait ce que c'est être acteur pour eux, à quoi on rêvait quand on avait 20 ans. Alors est-ce qu'on rêvait de gloire? Et puis finalement à 40 ans on rêvait d'autre chose. On parle des tournées, de la difficulté du théâtre. Et à 60 ans on se demande encore ce qu'on a à dire. Ce rapport au public, cette façon d'être vu, d'être jugé en permanence. Ce qui est très beau dans ce théâtre-là, et comme dans leur précédent spectacle, c'est qu'il y a vraiment une économie de moyens. C'est pas un spectacle spectaculaire du tout, c'est un spectacle de mots. Les spectacles d'avant, il y avait ces logorées assez caractéristiques entre drôles et dépressives. Là, on a moins ça. C'est un spectacle qui est tendre. On a vraiment envie de les prendre dans nos bras en sortant et puis de leur dire que oui, nous, on a encore envie de les voir sur un plateau de théâtre. Donc c'est un joli moment à partager. Et puis Daria de Florian, je trouve que juste elle mérite le déplacement. C'est une actrice incroyable, elle est magnifique et elle vaut à elle seule toutes les pièces de théâtre. Bon, on n'est pas obligé d'aller à Rome, on pourra le voir en France, à l'Odéon. Ce spectacle, nous aurons encore l'occasion de danser ensemble dans le cadre du festival d'automne du 10 au 18 décembre prochain. Il y a d'autres dates qui sont prévues, notamment en janvier à Toulouse. Les dates seront sur le site. France Culture, la grande table critique. Lucille Como. Dernier spectacle à notre programme, Sleeping, conçu par Serge Nicolai d'après le roman Les Belles Endormies de Yasunari Kawabata, écrivain japonais prolixe, prix Nobel de littérature en 1968. C'est l'histoire d'Eguchi, un vieil homme qui passe quelques nuits dans une maison singulière, un endroit où on permet à des vieillards de passer la nuit avec des jeunes femmes endormies. C'est votre première visite, n'est-ce pas? N'ayez aucune inquiétude. Aussi étranges que soient les règles de cette maison, il convient de les observer strictement. Il convient de les observer strictement. Vous savez que nous ne recevons ici que des clients de tout repos. Tout repos. De nos clients, aucun ne fait jamais rien. Elle ne se rend compte de rien. À son réveil, elle ignorera tout. Même avec qui elle aura passé la nuit. Sleeping, un spectacle entre l'installation vidéo et sonore, le théâtre et le masque japonais. Le plateau est plongé dans une obscurité quasi omniprésente. Des images défilent sur un écran en fond de scène, des personnages inquiétants circulent qui peuplent les rêves et les cauchemars d'Eguchi, le vieillard en fin de vie, interprété par Yoshi Oida. Philippe Chevillier, première impression de ce spectacle? Alors, on a parlé pour Dostoïevski de roman monstre, d'adaptation d'un roman monstre. En fait, Sleeping, c'est l'adaptation donc des Belles Endormies de Kawabata. Et au fond, est-ce que c'est pas un roman encore plus monstrueux, un très beau monstre? Parce que dans sa forme méditative, onirique, et puis par son sujet sulfureux, puisque c'est l'histoire d'un vieil homme qui va dans une forme de bordel où il va passer la nuit avec des jeunes femmes endormies, avec comme règle le fait que, étant un vieillard, il n'aura pas de désir pour elles, a priori en tout cas manifesté, et que du coup, il n'y aura pas d'enchaînement sexuel. Voilà. Sachant que le sommeil est artificiel, c'est-à-dire qu'on les drogue. Voilà, elles sont droguées, consentantes et droguées. Donc voilà le résumé, mais le roman évidemment qui est très court. Alors le roman qui est très court, c'est une langue incroyable, c'est un érotisme parfois tout à fait malaisant, mais qui induit une réflexion évidemment sur la vieillesse, sur la mort, sur la beauté. C'est une œuvre sublime. Donc c'est très difficile de s'atteler à ce genre de sujet, surtout en scène. Moi, je dois dire que là, je vais être très sévère, je ne me suis pas trop souvent, mais je pense que c'est un ratage à peu près complet, malgré les bonnes intentions et le choix de Yoshi Oida, qui est un grand acteur pour interpréter le rôle principal. Alors disons peut-être qui est Yoshi Oida, parce que c'est vrai que c'est une figure qu'on connaît, un visage très connu pour les gens qui fréquentent le théâtre, mais pas nécessairement pour tout le monde. Acteur, metteur en scène, qu'on a vu chez Peter Brook, qui lui-même fait des mises en scène, c'est vraiment
un trésor vivant du Japon et de la France en même temps. Donc voilà, c'est une bonne idée, ça, pour le coup, de l'avoir choisi. Le problème, alors d'abord, le point de départ, je crois qu'il y a cette volonté d'adaptation qui est un peu contestable, parce que pour ne pas aborder de front le roman, ou pour le rendre plus onirique, le metteur en scène a imaginé qu'il fallait transposer dans... En fait, c'est un vieillard qui se rend dans un hôpital et qui va en fait mourir, et il va avoir ces moments de délire, ce tunnel, le fameux tunnel lumineux dans lequel il va revivre toute sa vie, et du coup il se retrouve avec ces fantasmes de belles endormies, dont on ne sait pas très bien si c'est du fantasme ou s'il l'a vraiment vécu, et les souvenirs des femmes qu'il a rencontrées. Donc je trouve que ça brouille un petit peu le propos, mais surtout, moi, ce qui m'a gêné, c'est cette adaptation soi-disant à la japonaise, et je trouve que quand on veut, le fait de vouloir faire une adaptation vernaculaire, ça ne marche pas, ça ne marche jamais très bien. Et là, pour le coup, on a à la fois du français et du japonais. Donc on voit l'acteur principal qui parle en français pas très bien, qui se met à parler japonais, et dans les deux cas, on a l'impression que ça sonne faux. Ensuite, on a une partie technique qui est assez désespérante, parce qu'on ne voit pas enfin, le soir on n'a pas vu les sous-titres, donc on n'entendait pas le texte, on ne le voyait pas, et une sonorisation des personnages, et notamment des jeunes femmes qui, sur le mode du théâtre no, et la voix étant ainsi transformée, on a l'impression d'assister un peu à un cartoon, et on n'arrive absolument pas à rentrer dans l'onirisme qui est voulu par le metteur en scène. J'ai l'impression que ce que vous décrivez peut être le cas de tout un théâtre, en fait. Serge Nicolai, c'est quelqu'un qui a travaillé au Théâtre du Soleil, qui est un théâtre qui emprunte... Bon, le terme d'emprunter, c'est justement s'approprie, peut-être, on peut dire, les codes d'autres formes théâtrales, là en l'occurrence le masque japonais et le no. Et est-ce que c'est pas problématique de toute façon aujourd'hui et compliqué de se mettre dans des formes un peu intermédiaires, justement, d'appropriation de formes culturelles qui ne sont pas les nôtres, dans une forme, là, en l'occurrence, en effet, hyper contemporaine, hyper à l'occidental, cette histoire de fin de vie, de clinique en Suisse où on vient pour mourir. Marie Sorbier. Le problème de ce spectacle, il y en a beaucoup, c'est qu'il est fondamentalement daté. Alors, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que autant le Théâtre du Soleil a travaillé sur ces codes de pays étrangers, on connaît les spectacles du Théâtre du Soleil, mais aujourd'hui, c'est compliqué de dire on va faire un spectacle à la japonaise, comme on fait un spectacle à l'indienne. En fait, ça ne fonctionne plus, on n'est plus dans cette civilisation-là. Donc, il y a quelque chose de vieux, de daté, je crois que c'est le mot qui correspond le plus à ce spectacle. Esthétiquement, alors dans le fond et dans la forme. Moi, c'est une proposition qui m'a mis profondément mal à l'aise, au mauvais sens du terme, enfin qu'au mauvais sens du terme. J'étais en retrait, presque en rejet de ce qui était en train de se passer, parce que j'avais donc l'impression d'un vieux spectacle qui singeait en plus les codes du contemporain. Alors par exemple, pour donner un exemple très concret, il y a une vidéo en fond de scène, il y a un écran qui prend tout le fond de scène. Alors, c'est totalement ou illustratif ou inutile. On a l'impression vous savez, des fonds d'écran Windows de quand j'étais petite, avec une espèce de mélange de synapses. Alors, on ne sait pas si on est à l'intérieur de son cerveau comme il est en train de rêver. Enfin, on s'essaie à des interprétations, mais c'est là encore une esthétique qui ne correspond à rien. Tout ça avec ce pauvre Yoshiohida, moi je l'ai plaint tout le long en disant mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-dedans avec Pourtant, il a beaucoup participé lui-même à l'élaboration du spectacle, puisque ça a très inspiré de sa propre vie. Il explique dans une vidéo annexe que lui-même est inscrit dans une clinique en Suisse et que s'il veut mourir, il y va. Voilà. Oui, je crois que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et d'ailleurs, c'est un sujet, voilà la problématique, c'est un sujet qui est très contemporain, c'est un sujet dont on discute dans nos sociétés aujourd'hui. Et pourtant, avec ce sujet qui aurait pu donner lieu justement à vraiment du théâtre d'aujourd'hui, il en fait quelque chose d'ancien, de vieux, de daté. Et puis, il y a une atmosphère quand même qui est très malaisante. Alors, ça pourrait être intéressant. Ça justement, la question sexuelle aujourd'hui. Bien sûr, ça belles endormies sur une scène. Très intéressante, mais là, il n'en fait rien. Le metteur en scène, il les pose vraiment. Je pense qu'il ne sait pas comment traiter ce sujet. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire, comme on est dans des problématiques contemporaines qui sont un peu délicates, en fait, il ne le traite pas. Donc, il pose ces femmes à moitié nues sur le plateau et il n'en fait rien. Et c'est là d'où vient la gênance extrême de ce spectacle. Philippe Chevillet. Et moi, je crois en plus que quand je critiquais le côté japonais du spectacle, c'est parce qu'il y a une dimension un peu pastiche, imitation qui ne passe pas. Quand je vois des spectacles d'Ariane Mouchkine, même ceux qui sont anciens,
voilà, elle arrive à marier tout ça dans quelque chose d'autre, enfin quelque chose d'autre. Ou on peut parler aussi de Bob Wilson qui a intégré le no dans ses spectacles et ça passe très bien. Donc après, c'est une histoire d'osmose et de le tirer vers soi. Je crois que le problème le plus fondamental, c'est face à une œuvre qui est quand même, alors là, pour le coup, très littéraire, à un moment donné, on peut penser que ça peut donner du théâtre. Je me demande si on peut faire du théâtre avec Les Belles Endormies. Je me pose vraiment la question parce que, encore une fois, quand on le lit, ce n'est pas dans l'histoire qui est racontée ou c'est vraiment dans les mots, dans les détails, dans ce côté méditatif. Alors, si, bon, évidemment, on peut toujours tout transmettre au théâtre, mais à ce moment-là, il faut faire une mise en scène, soit qui donne entendre beaucoup le texte, ce qui n'est pas le cas. En l'occurrence, peut-être que le défaut de sous-titres n'a pas aidé de ce point de vue. Non, ça n'a pas aidé. Il y a assez peu de texte. Mais il y a assez peu de texte. Soit on arrive à évidemment par le biais des images ou de l'incarnation. Mais là, l'incarnation n'est pas réussie parce que on a beau avoir un très grand acteur et après il faut qu'il soit dirigé grandement, et c'est pas le cas. Et après, il faut trouver une esthétique. La recherche d'un onirisme qui est vraiment pas évidente. C'est pour ça que en même temps, il y a vraiment toutes les intentions, tous les ingrédients qui avaient essayé d'être trouvés. C'était peut-être des bonnes idées, mais on voit que mis ensemble, ça ne marche pas, ça fonctionne pas. Un dernier mot, Marie. Oui, tous les sujets qui auraient pu être intéressants, le rapport à la virginité, l'érotisme, la place de la femme dans ces sociétés et la vieillesse, en fait, ne sont pas traités. Ils ne traitent pas son sujet. C'est le vrai problème de ce spectacle, en plus d'une esthétique problématique. Bon, allez vous faire votre opinion sur Sleeping. Le spectacle se joue actuellement au Montfort à Paris jusqu'au 6 novembre, puis le 13 novembre à Troyes au théâtre La Madeleine. D'autres dates sans doute à venir. La grande table critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Chevillier, merci Marie Sorbier. On vous retrouve ce soir pour Affaires en cours. Ce sera donc à 19h20. À la préparation de l'émission, il y a Aïssatou Ndoye et Boris Pinault, aussi Anouk Minaudier aujourd'hui. À la réalisation, Perret Legras, à la technique, c'était Jean Frédérix et Arthur Dumont à la vidéo, car oui, il y a de la vidéo. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de la Grande Table Critique sur l'application Radio France.